m'écouter, c'est pour vous parler de mes dernières lectures. Il y en a quelques-unes. Cette fois-ci, j'ai un peu plus de romans que d'habitude parce que là, j'essaye d'avancer un maximum ma palle de devoirs que Mirazonchi m'a donné avant le challenge Romantaisie. Donc comme d'habitude, j'ai fait des emprunts à la médiathèque et voici ce que j'ai lu. Donc du coup, j'ai fini et terminé Sweet Family, le tome 3 et le tome 4. On est sur l'histoire d'une femme qui est avec son mari et son enfant, ils sont au temple et elle fait une prière. Elle décide que son petit garçon qui est là, elle souhaite, elle plutôt pas, elle décide qu'il devienne populaire, qu'il devienne fort à l'école et qu'il ait une brillante carrière. Enfin voilà, tout ce qu'une mère peut souhaiter à son enfant. Sauf que cet enfant va vouloir réaliser son souhait et en réalisant son souhait, en chopant, je crois, une feuille de cerisier au vol avant qu'elle ne tombe. Et il y a toute une légende comme quoi eh ben, ça exaucerait les souhaits de nanani nana. Sauf qu'en faisant ça, en fait, il va pas se rendre compte que derrière lui, il y a un escalier et il va tomber. Et donc la mère, en voulant récupérer le gamin, en fait, va prendre le choc et va en mourir. Et du coup, on suit au début du tome 1 ce que sont devenus le père et le fils 10 ans plus tard. Et on voit que ce n'est absolument pas le souhait que la mère avait pour eux, puisqu'elle va revenir en tant que fantôme, justement, 10 ans plus tard, et elle va se rendre compte que son mari est devenu quelqu'un d'aigri, pas du tout sociable, et qui n'est pas du tout à l'écoute de son fils, et son fils est devenu un petit rebelle, une petite racaille du lycée, justement, parce que il a une mère décédée, patati tatata, et donc il traîne avec des mauvaises personnes. Et elle va pouvoir, en tant que fantôme, posséder son fils pour pouvoir un petit peu changer sa vie, et les deux, du coup, vont avoir justement une conversation entre elle, ce qu'elle comprend pas comment il en est arrivé là, et lui qui lui explique mais ouais mais tu peux pas désirer que je devienne comme si tu avais été là en fait, ma vie n'a pas été la même à cause de la trajectoire que nos vies ont pris, bref. Et du coup on a un dialogue comme ça dans cette famille et j'ai bien aimé. Il y a des petits trucs où j'étais pas d'accord forcément justement parce que la mère est quand même pas mal dans le jugement en mode ouais mais t'as aucune raison de devenir comme ça mon fils. Bah si en fait il a la vie qu'il a eue et tu ne peux pas le juger pour la vie qu'il a en fait, c'est chacun chez soi et chacun ne voit pas les choses de la même manière, bref. Donc j'ai bien aimé. Mais voilà, 4 tomes, c'est largement suffisant, pas besoin de plus. Totalement autre chose dans le style de lecture, j'ai lu aussi les Buzzborn. Je sais pas comment trop ça se prononce, désolée, j'ai pas fait allemand, j'ai fait anglais et espagnol. Donc on est... alors là, je crois que c'est une biographie, hein, je crois que... Oui, bah oui, je suis bête. Donc c'est sur une histoire vraie, sur une jeune fille qui va découvrir en fait que sa mère est née dans ce qu'on appelle justement les Buzzborn. C'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous savez, je vais pas vous apprendre, Hitler, nazi, tout ça, eh bien ils avaient la race aryenne qu'ils considéraient comme supérieure. Et donc ils faisaient en sorte que leurs soldats qui correspondaient à certains critères physiques puissent avoir justement des relations sexuelles avec des jeunes filles dans les pays occupés qui avaient justement des grandes, on va dire, on va se dire en grosso merdo des blondes aux yeux bleus, voilà. Ils voulaient justement qu'ils produisent des bébés à la chaîne et donc ils faisaient en sorte justement de transformer des lieux pour que les filles mères puissent accoucher du moment que c'était des bébés ariens. Entre guillemets, on va dire ça comme ça. Et donc on va découvrir cette jeune fille qui, tout le temps, elle était française et se croyait moitié norvégienne. Et bien elle va découvrir qu'en fait non, elle n'est pas moitié norvégienne. Sa mère étant bien née en Norvège, mais elle est née d'une mère je sais plus, c'est suédoise ou danoise, je sais plus, et d'un père allemand. Et donc là, du coup, tout va changer pour elle parce qu'elle va se rendre compte en fait que justement son grand-père, du coup, eh bien, c'était un nazi et que sa mère est née. Enfin voilà, en fait, toute la recherche justement de- des connaissances sur la vie de sa grand-mère et du coup de la naissance, de la condition de la naissance de sa mère, va entraîner justement toute la famille dans une recherche, une quête de soi. Et c'est très intéressant parce que justement on a plusieurs strates de vie et plusieurs personnes dans cette famille qui interagissent et qui donnent leur point de vue, vu de où ils sont. Et j'ai bien aimé, franchement c'était chouette justement d'avoir ce côté un peu nuancé, parce qu'il y en a qui veulent savoir, il y en a qui veulent pas savoir, il y en a pour qui c'était secret, il y en a pour qui à l'inverse ils sont à la recherche de la vérité, peu importe le prix de cette vérité. Moi j'ai énormément aimé justement, comme je vous ai dit, parce que on est sur quelque chose de vrai et c'est intéressant justement d'avoir tous les points de vue, parce qu'à un moment justement on va découvrir que certaines personnes sont toujours en vie et d'autres ne le sont pas, et donc on va leur demander à elles qui ont vécu ces périodes-là, mais comment ça se passait et tout. Et tout. Donc franchement j'ai énormément apprécié, et même à la fin il y a un petit dossier un peu plus explicatif que, parce qu'à la base on est quand même sur une BD, hein, mais à la fin on a un petit dossier justement où on revient un peu plus sur leur vie et sur les choix qu'ils ont fait et tout. Donc, bref, j'ai très apprécié. Par contre, évidemment, c'est pas une lecture doudou, c'est pas une lecture très joyeuse, mais on n'est pas non plus sur le pathos et on n'est pas sur le très triste. Je trouve que c'est fait avec beaucoup d'espoir et de bienveillance, donc j'ai bien aimé.
Ensuite, j'ai lu cette BD-là, Tu ne marcheras jamais seule. Je ne savais absolument pas comme quoi je m'engageais, j'ai juste vu la couverture à la médiathèque. Je me suis dit, allons-y, je sais pas de quoi ça parle, mais j'aime bien le style que ça envoie. Et je vous avoue qu'il y a eu 2 temps dans cette BD. Il y a toute la première partie où j'étais en mode énervée parce que j'en voulais au protagoniste masculin, mais de ouf. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui va rencontrer cet homme, enfin non, cette jeune femme plutôt, qui va rencontrer cet homme et on va suivre leur histoire d'amour. Et là, la jeune femme est enceinte et du coup, on se voit que, on se rend compte que le compagnon juste là, mais il vit sa vie, mais il s'occupe pas d'elle en fait. Et on a toute une première partie comme ça où, eh bien, on comprend pas pourquoi elle reste avec lui, pourquoi elle le quitte pas tout simplement, parce que même si c'est le père de son enfant, très clairement, il n'est pas là. Et on a la deuxième partie, où là on a la révélation, et on est en mode oh putain, ok, d'accord, ah ben ouais, mais d'accord. Et donc du coup, j'ai énormément apprécié parce que justement, j'ai pris une petite claque en fait, tout simplement. Et j'ai trouvé ça bien fait, les illustrations, vous voyez, hop, c'est tout à fait dans ma came, c'est ce que j'aime. Et ouais, et j'étais très contente de lire ça parce que je suppose que c'est une fiction, mais justement ça m'a fait plaisir de passer par ces émotions-là. D'un côté, j'étais en mode énervée après le bonhomme, et puis après, quand j'ai vu la deuxième partie, j'étais en mode ah oui, pardon. Donc bref, j'ai bien aimé et je la conseille si vous voulez justement voir une BD qui parle de maternité, qui parle de relations de couple, comment elle se crée, comment elle se déconstruit, enfin bref, il y a plein de sujets qui sont traités dedans, je peux pas trop vous en parler sans vous spoiler, donc voilà, j'ai bien aimé, chouette. J'ai lu ceci aussi, donc j'ai lu Wonder Woman et Harley Quinn, La souffrance et le don. Je vous avoue que je me suis dit, allez, on part sur quelque chose qui va forcément être assez féministe, hein, et d'ailleurs la BD largement, puisqu'on est sur Harley Quinn qui en fait, à force de se faire martyriser par le Joker, va décider qu'il y en a marre et elle va essayer de rejoindre justement les Amazones sur leur île et de devenir une femme indépendante. Et on a d'un autre côté, comment elle s'appelle, Diana, qui est la Wonder Woman, qui est sur l'île des Amazones et qui va se rendre compte qu'une de ses comparses, une de ses sœurs, est enceinte. Ce qui est impossible puisque les Amazones, quand elles ont été créées par les dieux, ont justement été tellement puissantes pour équilibrer les choses, en fait, elles sont puissantes, mais elles sont infertiles. Et donc là, on ne comprend pas, en fait, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que cette Amazone-là, elle a réussi à tomber enceinte. Et donc, on a une dissension chez les Amazones, parce qu'il y a celles qui sont derrière leur sœur en mode, elle est enceinte, mais c'est pas grave, en fait, au contraire, c'est un bon signe. Et t'as les autres qui sont de l'autre côté avec la reine, qui sont en mode vous ne respectez pas les règles et donc du coup on vous met aux arrêts parce que normalement justement les Amazones sont des guerrières et rien ne doit les empêcher justement de devenir des guerrières, aussi bien les hommes que les enfants. Donc on a du coup ces deux archétypes très féministes, très badass, qui vont du coup se retrouver, s'affronter et voilà, on va voir justement plein de choses au niveau de la condition féminine. Et j'ai bien apprécié, mais je vous avoue que voilà quoi, j'étais pas non plus très très hypée. Alors il y a des trucs que j'ai pas vu venir, je vous avouerai, mais d'un autre côté j'ai bien aimé parce que justement, sous couvert de parler des super-héroïnes qui ont été écrites à la base dans un temps qui ne correspond pas à nos mœurs à nous, eh bien on parle de sujets comme très actuels justement, on parle d'Harley Quinn et de toute son histoire avec le Joker qui est un pervers narcissique au possible, et donc on revient justement sur l'emprise, sur toute la violence qu'elle a subie avec lui, donc c'est assez chouette. On a aussi Diana avec tout son côté familiale, comment réussir à gérer le fait que sa mère prône des valeurs qu'elle ne respecte pas forcément. Et puis on a aussi les autres Amazones et deux autres archétypes très connus chez DC Comics féminines qui vont débarquer et qui elles aussi ont leur propre message, on va dire. Et du coup c'est assez chouette. Mais je vous avoue que voilà, c'est pas une lecture qui sera impérissable pour moi. Ensuite, on a une autre BD, encore une fois, et cette fois-ci, ça va être la dernière. Et du coup, on a au fils. Voilà, c'est moi qui l'avais vu en librairie. Et donc, du coup, on a des petites suggestions possibles dans ma médiathèque. Et je l'avais mis en suggestion. Quand j'ai vu, évidemment, qu'ils l'ont acheté, j'ai dit, bah, allez-y. Donc, du coup, je l'ai prise. Mais j'avoue que j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans parce que le style graphique ne me correspond pas du tout. Mais alors, vraiment pas du tout. Je suis désolée de dire ça, mais ça m'a heurté et j'avais même du mal à rentrer parce que aussi bien la charte graphique du dessin
que, comment ça s'appelle? La typographie de l'écriture, c'était dur à lire. Et donc voilà, comme je vous l'ai dit, moi au niveau du trait, c'est pas trop mon délire, et ni au niveau de la calligraphie, c'est assez dur à lire. Enfin voilà, pour moi c'était pas très lisible. Par contre, j'ai énormément aimé les sujets qui sont traités, qui sont une féministe, et puis l'éducation, comme vous pouvez le voir au niveau du bouquin. On est au début sur un couple justement qui annonce qu'elle va avoir un enfant, mais ne sait pas le sexe, et elle a laissé le gynéco savoir le sexe, mais elles ne veulent pas savoir. Et du coup on a un gars qui fait une réflexion de la bande en mode mais de toute manière on s'en fout, parce que ce soit une fille ou un garçon, vous allez l'éduquer pareil. Et là justement se pose toute la question, non, nous n'éduquons pas nos enfants de la même manière si c'est une fille ou si c'est un garçon. Quand c'est une fille, on veut la protéger justement de ce monde qui n'est pas fait pour les femmes, alors que quand c'est un petit garçon, on veut le pousser justement vers toutes les possibilités qu'il a. Et plein d'autres choses aussi comme ça, par exemple les filles, on va leur demander d'être calmes au lieu de s'énerver, voilà, quand elles sont pas contentes, alors que les petits garçons, on va les laisser s'exprimer à l'inverse, on va les laisser exprimer la colère quand ils sont pas contents, mais on ne leur autorisera jamais à exprimer leurs émotions comme la tristesse ou la peur, ou voilà. Donc il y a toute une réflexion comme ça qui est très bien faite, je trouve, et qui est bien amenée justement parce qu'on va suivre cette bande d'amis et leurs différentes éducations et les différents aussi parcours qu'on peut voir un petit peu partout, et je trouve ça très chouette. Et justement jusqu'à la fin où la boucle est bloquée, où celui-là qui a fait la réflexion au début devient papa, et du coup mène toute une réflexion aussi où il se rend compte justement qu'en effet, s'il devait choisir, il préférait avoir un garçon que d'avoir une fille, parce qu'il se rend bien compte qu'à l'heure actuelle, le monde, même s'il se dit égalitaire, ne l'est absolument pas. Donc voilà, le combat des féministes est toujours là, et justement aussi il y a tout un moment où il y a une féministe qui parle en disant les féministes, on n'est pas là pour faire une matriarcat, on est là pour que les femmes et les hommes ont les mêmes droits et puissent avoir les mêmes chances aussi. Parce que c'est une chose d'avoir les mêmes droits, mais être discriminé, ce n'est pas avoir les mêmes chances. Et donc elle disait par exemple, si ton fils a envie de faire je sais pas moi par exemple de la danse plutôt que de faire du foot, c'est son droit. Et c'est ça aussi ce qu'on oublie beaucoup, c'est que le féminisme, on prône le droit des femmes certes, mais on prône aussi le droit que justement de détruire le patriarcat, ça aide aussi les hommes, parce que les hommes, il y a plein de trucs que le patriarcat leur donne des privilèges, et ça Dieu sait qu'on le sait, mais il y a aussi justement être fermés dans ce genre sociétal qui fait que quand ils essayent d'en sortir, ils sont très mal vus. Par exemple, typiquement, on a un petit garçon là qui a les cheveux longs et que son père accepte pendant un moment, mais qu'au bout d'un moment, justement, il va lui couper les cheveux parce qu'il va dire j'ai pas envie qu'on se moque de lui, j'ai pas envie qu'on le traite de. Vous voyez de quoi je veux dire. Et sauf que sa mère le regarde et fait mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait que les gens ont les a priori qu'un petit garçon, s'il a les cheveux longs, il va devenir homosexuel. En fait, non, le petit garçon, s'il aime avoir les cheveux longs, qu'il les garde ses cheveux longs. Et vous voyez, il y a plein de petits clichés comme ça qu'ils essayent de démonter dans cette BD, et franchement, j'ai bien aimé. Comme je vous ai dit, le cercle est bouclé à la fin parce que le gars qui avait fait la première réflexion un peu bateau en mode c'est pas grave que ce soit une fille ou un garçon, vous les lèverez de la même manière. Eh bien non, en fait, voilà. Donc j'aime beaucoup, et enfin voilà, je la recommande, pour moi, elle est d'utilité publique. On attaque les romans que j'ai lus. J'ai beaucoup parlé là. Donc Le Prince sans épouse de Laurence Chevalier, donc c'est sa romantaisie, donc olympiaque, donc là c'est le tome 1, et je crois bien que le tome 2 doit sortir dans l'année, si j'ai bien compris un peu ce qu'elle nous a teasé sur les réseaux sociaux. En tout cas c'est en cours le tome 2, ça c'est sûr, de ce que j'en ai vu. Donc voilà, vous voyez, tac, j'ai des petits goodies comme ça dedans, donc ça c'est le prota et ça c'est la prota. Comment vous dire que je me suis pris une claque. En fait, les 120 premières pages, je me suis fait yesh. On va pas se mentir, je l'adore Laurence, voilà, on se connaît, mais je me suis fait chier les 120 premières pages parce qu'on n'a que le point de vue du protagoniste. Et du coup, on nous introduit tout le lore, on nous explique le pourquoi du comment. Voilà, on est dans une société où il y a en fait, on est très clairement en Grèce, sauf qu'on n'est pas en Grèce, et on est dans un univers où les descendants des dieux ont des enfants, ont eu des maisons, et donc du coup, ces maisons-là règnent un peu sur les autres, voilà. Donc là, nous, on suit Antares, qui est le descendant de la maison de Arès, et qui depuis peu, justement, est devenu le roi. Voilà. Avant, c'était la maison de Zeus, évidemment, qui dominait sur les autres maisons, et maintenant, c'est la maison d'Arès. Et mais complot, intrigue politique fait que son père va être empoisonné et qu'il va se retrouver à devoir trouver une épouse, justement, comme le titre l'indique, pour pouvoir devenir roi à son tour, parce qu'on ne peut pas accéder au trône sans être marié, puisque ça veut dire qu'on n'est pas prêt d'avoir une descendance. Voilà, vous avez compris le délire. Donc, sauf que lui, ce qui va se passer, c'est que dans la nuit où il apprend que son père est empoisonné, on se rend compte que toutes les aînées des familles et toutes les descendantes des familles, des autres familles, sont bizarrement soit décédées, soit disparues. Donc, il ne peut pas trouver d'épouse, et donc ça va remettre en cause, évidemment,
sa place comme héritier du trône. Bref. Et on va le voir du coup parcourir, pas le monde parce que c'est pas le monde, mais parcourir une partie de son pays pour pouvoir trouver évidemment sa future épouse, parce qu'il paraîtrait qu'il y a une enfant qui aurait été enlevée il y a plusieurs années, et donc du coup ça serait une descendante de... c'est Athéna. Oui, c'est Athéna ou Artémis? J'ai un doute, mais bref, on s'en fout. Donc voilà, on va suivre ça. Sauf que, au début justement, on n'a que le point de vue d'Antares, et je me suis fait chier. On va pas se mentir, comme je dis, je me suis fait chier. Mais à partir du moment où le point de vue de la protagoniste Vega arrive, là ça commence à être intéressant. Là on commence à avoir de la tension, d'autres enjeux qui se montrent aussi, d'autres points de vue, et là ça commence vraiment à être intéressant. Et cette fin, ça faisait longtemps que j'avais pas eu de plot twist comme ça qui m'ont mis sur le cul, que je voyais pas le truc venir, mais alors pas du tout. J'étais choquée, j'étais en mode pardon, mais tu m'as fait quoi, Laurence, là? Donc voilà, très contente. Hâte de lire la suite, oui et non en fait, parce que je me demande si ça sera encore un peu difficile à rentrer dedans, mais à la fois, à la fin, ça sera génialissime. Donc je sais pas trop, mais en attendant, je vous la conseille justement si vous voulez une romantaisie sur base de mythologie, et voilà, ce genre d'ambiance là, c'est génial. On a un fake dating, parce que c'est un mariage arrangé, forcément quand il va lui trouver, il va lui expliquer en mode bah écoute, je dois me marier avec toi parce que t'es la seule descendante qui reste, et c'est comme ça que je pourrais monter sur le trône. Elle y voit aussi son petite affaire en mode ben, comme ça, moi, je vais pouvoir retrouver une place dans ce monde que je ne connais pas, puisque depuis, elle a été adoptée, elle est devenue une guerrière et tout. Et on a aussi, ah oui, j'ai oublié de dire, on a une protagoniste qui a un handicap, puisque c'est une guerrière, ce n'est pas une princesse machin, et elle s'est fait arracher un œil pas lors d'un combat, mais bref, vous découvrirez comment. Mais du coup, ce qui fait que, eh bien, quand elle arrive justement dans cette cité, beaucoup la considèrent mal parce que elle a un handicap. Et ça, c'est vrai qu'en romantaisie, les handicaps, on en voit rarement, quoi. Surtout pas avec une guerrière en plus. Et justement, on a aussi les archétypes qui sont un peu modifiés, puisque c'est elle, la guerrière, qui est capable de se battre et qui a plus de 33 victoires dans l'arène. Voilà, donc c'est une sanguinaire. Alors que lui, eh ben, c'est très clairement le oisif, celui-là qui, c'est le prince héritier qui n'en foutait pas une, et qui du coup, voilà, il est un peu, pas benet, parce qu'il est intelligent, mais je veux dire, c'est pas un guerrier, et elle est en mode mais je vais pas me marier avec ce beauf qui sait même pas se défendre lui-même, enfin vous voyez un petit peu dans quoi on est. Et on a aussi justement des personnages secondaires qui tournent autour, qui sont très intéressants. Lui, son meilleur ami, c'est le descendant de Dionysos, donc vous voyez bien qu'on est aussi sur un gars un peu fêtard qui se prend pas la tête, voilà, hein, très clairement. On a de la représentation queer aussi, ça j'aime beaucoup. Et on a un garde qui lui justement c'est un ancien mercenaire, on pourrait dire gladiateur, qui est de ce que moi j'en ai compris du coup, qui est la peau sombre, donc on a aussi de la représentation. Et elle a une meilleure amie justement qu'elle considère comme une sœur, et qui voilà, il y a aussi une relation assez complexe qui va se mettre en place entre tous les personnages. J'adore, donc voilà, conseil, romantaisie française, auto-édition, allez-y, foncez. Tadadam. Alors ça, d'ailleurs, celui-ci, il était dans ma pile de devoirs de Mira, voilà. Et là, je continue avec la pile de devoirs de Mira, et particulièrement là, c'est celui-là de Axel. C'est son compagnon qui, quand il a vu dans ma balle, a dit « Ah, celui-là, faut que tu le lises ». Donc on est sur La Faucheuse, histoire secrète. Si vous ne connaissez pas cette histoire, à la base, c'est de la dystopie. Ils sont où par là. Vous les voyez ou pas? Oui, voilà. À la base, c'est une trilogie. On est sur justement les humains ont vaincu la mort. Nous sommes immortels, et nous sommes plus régis par des gouvernements comme à l'heure actuelle, ce qu'il faudrait d'ailleurs qu'on abrège, mais par une IA qui du coup s'appelle le Thunderhead et qui décide de tout pour nous. La seule chose qu'elle ne décide pas, c'est de la vie et de la mort, puisqu'elle considère que c'est quelque chose qu'elle ne peut pas comprendre, puisque elle-même n'étant pas vivante et ne peut pas mourir. Elle décide de remettre ça entre les mains des humains. Donc c'est des humains qui gèrent la vie, donc les grossesses, la natalité et tout ça, et c'est les humains aussi qui doivent décider la mort. Donc pour ça, il a créé ce qu'on appelle une espèce d'assemblée, ce qu'on appelle les faucheurs, que vous pouvez voir là. Ce sont les seules personnes qui sont capables de donner la mort, puisque les humains sont devenus immortels. Quand tu te fais un accident, par exemple, on peut, à partir du peu de cellules qui te restent, reconstituer toute ta vie, et ton inconscient, étant dans le Thunderhead, peut retourner dans ce nouveau corps. Enfin bref, il y a sauf évidemment gros cas comme par exemple quand vous mourrez brûlé ou ce genre de choses, où il ne reste plus rien de vous, mais sinon
en général, les gens sont immortels. Et donc la seule manière de réguler la population, puisque comme je vous l'ai dit, les humains sont immortels, mais sont toujours capables de faire donner la vie, donc c'est d'avoir une brigade, on peut en mode police, de faucheurs qui vivent un petit peu à part justement, mais qui sont capables de donner une mort définitive, de se donner aide. À partir du moment qu'il a vu que c'est un faucheur qui tue quelqu'un, il ne fera pas revenir ces personnes à la vie. Et donc on va suivre dans la première trilogie justement 2 jeunes faucheurs, un garçon et une fille qui vont être élevés à la base par un faucheur pour faire devenir des apprentis faucheurs, sauf qu'à la base un faucheur n'a le droit d'avoir qu'un seul apprenti, ne pas en avoir 2. Là il va avoir pris ces 2-là et donc ne pas respecter la règle. Et du coup toute une trilogie va découler de cette histoire-là. Et dans cette histoire-là, justement, on a 13 histoires. Donc, vous voyez, hop, je les ai mis un petit peu là pour repérer un petit peu quelles étaient les plus grosses. Justement, on revient sur plein de personnages de la saga. Et ce sont des petites nouvelles à chaque fois sur leur passé, sur ce qui est devenu d'eux. Et c'est à la fois chouette, mais à la fois, j'ai trouvé que ça avait pas de gros intérêt. Parce que les messages sont toujours les mêmes. Hein. Les messages, c'est que l'humanité, c'est... Nous sommes des sombres merdes, disons-le clairement. Et voilà, donc on revient sur certains personnages, évidemment on revient sur les méchants qui sont là, de voir comment ils sont devenus sombres. On revient aussi sur certains héros qui sont là, mais les plus vieux, parce que les plus jeunes, vu qu'on suit dans toute la trilogie, on revient pas dessus, mais les plus vieux, on voit aussi comment ils sont devenus les archétypes que nous on connaît, comment Madame Curie est devenue Madame Curie, comment Godard est devenu Godard, enfin bref. Du coup c'est intéressant, mais d'un autre côté, voilà, ça m'a pas transcendé, mais ça m'a replongé un petit peu dans cet univers qui est malfois criard de vérité, et c'est ça qui m'a un peu fait mal au cœur, parce que quand je lisais ça, j'étais en mode ouais, mais avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle au niveau mondial, c'est... Voilà, je dis... Pourtant, c'est pas tout jeune, hein. Enfin, celui-là date de 2022, visiblement, mais on est quand même sur... à la base de cette dystopie-là, elle est beaucoup plus vieille. C'est déprimant de voir vers quoi l'être humain va, et voilà, le facteur humain, à un moment justement. Et vous savez, cette expression un peu en mode l'erreur, c'est pas la machine ou le faux. C'est quoi l'expression? C'est l'erreur ne vient pas de la machine, mais de ce qu'il y a entre la machine et le fauteuil, entre guillemets, l'humain. Et ben là, c'est ce qu'on a un peu en fait. À chaque fois, tout est notre faute en fait. Si la planète déconne, c'est notre faute. Si les humains sont mauvais, c'est de notre faute. Et voilà, on s'en prend des claques là. Là, c'est claque sur claque sur claque. Et si vous voulez continuer à prendre des claques, encore un devoir de Mira Zonchi, donc Liberté oblige, qui est le tome 2 et le dernier tome de la biologie, qui à la base c'est Noblesse oblige. Alors celui-là, je vais vous l'avouer, je l'ai lu en 2 temps. J'ai lu une première moitié au mois de janvier, et j'ai lu la dernière moitié, je l'ai lu au mois de février. Pour 2 raisons. Première raison, c'est que quand j'ai commencé à lire, j'ai senti que j'étais dans un mauvais mood, et plus je lisais et plus je m'enfonçais dans ce mauvais mood, parce qu'on n'est clairement pas sur quelque chose de joyeux. Ne vous fiez pas à cette couverture. Franchement, c'est non. Là, moi, je veux une couverture noire, je veux du sang, je veux des armes de torture, je veux pas une couverture comme ça. Parce que là, on croirait que c'est la sélection, on est bien d'accord. Mais ça n'a rien à voir avec la sélection. Donc, si je vous reprends la base, on est du coup sur l'histoire d'une... Alors, on est sur la révolution de 1789 à rater. Donc, nous sommes à l'heure actuelle toujours sous une royauté, et sur une royauté, mais on est sur une uchronie, puisque malgré le fait que notre régime politique n'ait pas évolué, puisque nous sommes sous Louis XXI, eh bien, par contre, le reste, la technologie, l'électricité, les voitures existent. Voilà. Mais voilà, on est toujours sur la noblesse, avec le clergé toujours aussi puissant, patati patata. Et nous, on va suivre dans le premier tome cette jeune fille qui vient à la base de la noblesse, mais qui va être déchue à cause du roi, parce que le roi va décider que son père justement est trop puissant et a trop d'argent, donc ils vont l'accuser de quelque chose qui est faux, ils vont le déchoir de son statut, et elle va se retrouver domestique chez des nobles, voilà, privée d'éducation, nanana. On va la suivre du coup dans son premier tome, où elle va être interceptée par des révolutionnaires, par des frondeurs qui vont lui dire écoute, est-ce qu'il y a possibilité que tu nous aides justement pour monter une révolution? Et donc elle va accepter, surtout quand elle va être prise dans la plus grande télé-réalité qui existe de son temps. C'est justement une télé-réalité où des jeunes roturières sont récupérées et sont emmenées à Paris pour participer à la télé-réalité Noblesse oblige et pouvoir se marier avec de potentiels nobles. Et donc on est un peu en mode bachelor, télé-réalité, vous voyez le genre quoi.
Sauf que cette jeune fille, elle n'y va évidemment pas pour rencontrer le prince charmant, mais elle y va pour débusquer les petits secrets de la monarchie et pouvoir renverser la monarchie vu qu'elle fait partie des révolutionnaires. Dans le premier tome, je vous avoue que on avait une couverture, bon, du coup la robe était bleue, mais un peu dans le même style, et j'étais en mode, allons-y, c'est pour une énième la sélection, pas de soucis, je fonce. Ah que non! Ah que non, que vous vous prenez des grosses claques, les gars. On n'est pas du tout sur quelque chose justement de doux, de facile et enfin cette lecture, moi je la conseillerais très clairement pas à ma nièce de 12 ans. Non, c'est non. La sélection, on l'a lue, pour moi pas de souci, mais celle-ci, non, je la conseille pas avant 15-16 ans parce que on a des gros trigger warnings, on a des agressions, hein, très clairement. On a de la torture et on a une emprise psychologique et des intrigues politiques à la Game of Thrones, hein, les gars. On est vraiment sur ce genre de délire-là. Hein. Donc, franchement, c'est quelque chose que je ne conseillerais pas à quelqu'un de trop jeune. En revanche, justement, c'était une grosse claque le tome 1 et j'avais énormément apprécié parce que je me disais waouh, l'autrice elle y va loin, elle pousse. Franchement, justement, j'ai bien aimé que l'autrice aille jusqu'à certaines horreurs qu'on voyait. Mais du coup, en lisant ce tome 2, j'avais cette appréhension. Je disais ouais, mais du coup, jusqu'où l'autrice va aller. Et c'est vrai qu'en lisant la première moitié en janvier, plus on avançait et plus je voyais que le bouquin devenait de plus en plus sombre. Et j'étais en mode est-ce que je suis vraiment prête à lire ça au début janvier? Nouvelle année, voilà, bonne résolution, tout ça. J'avais envie de quelque chose de peut-être un peu plus joyeuse. Surtout que dans ma vie personnelle, j'ai appris des mauvaises nouvelles qui du coup m'a fait fermer le bouquin et j'étais en mode non, en fait, là, si je veux me mettre moi-même en dépression et en burn-out, c'est tout ce qu'il me faut. Donc j'ai lâché le bouquin. J'ai fait plein d'autres lectures que vous avez pu voir dans des précédentes dates. Et là, au mois de février, du coup, je l'ai repris et je l'ai fini. Et je me suis dit, ouais, eh ben, c'est bien ce que je me disais, c'est de plus en plus sombre, ça va crescendo, c'est horrible, enfin pas horrible dans le sens c'est mal écrit, hein. Au contraire c'est très bien fait, on s'attache aux personnages, on souffre avec eux, et on est en mode mais quand est-ce qu'on va voir le bout du tunnel en fait, c'est ça, et jusqu'à la fin, parce que au bout d'un moment, moi je veux bien être gentille, mais quand tu me fais 500 pages de souffrance absolue, et que j'ai le droit à la fin à même pas un chapitre, hein, parce que là, l'épilogue dure littéralement 3 pages, et encore 3 pages, la dernière page, comme vous voyez, c'est pas de la plus grosse page. J'ai le droit que ça pour respirer et être heureuse? Non, je suis pas d'accord. Non, en fait. Là, ça fait donc, justement, on est sur 500, plus de 500 pages, là, 530 pages de souffrance, plus les autres 500 autres pages du tome 1 qu'on souffre comme il n'est pas possible, et j'ai le droit à 3 pages. 3 pages de bonheur? Non. Non, c'est non. C'est non. T'es pas d'accord? Et en plus, c'est même pas bonheur absolu et tout fusion. Non, c'est juste un épilogue 20 ans plus tard, résultat des courses. Grâce à tout ce qui s'est passé là, qu'est-ce qu'on a comme chimie biblique? Et je suis en mode tout ça pour ça? Oh non. Là, je vous avoue que ce tome 2, à l'inverse de l'autre, que j'avais mis un coup de cœur et justement qui m'a marqué mon année 2025, celui-ci, il marquera mon année 2026, mais pas, il ira pas dans les tops. Je le mettrai pas dans les flops parce qu'il est très bon, voilà, il se tient, mais non, il ira pas dans mes tops parce que c'est pas quelque chose que je voudrais relire, c'est pas quelque chose qui a un coup de cœur justement, c'est quelque chose qui m'a plutôt down que autre chose. Donc voilà, et bonne lecture. Je suis contente parce qu'en plus j'ai fini une saga, c'était une lecture de Mirazanchi, comme je vous ai dit qu'il l'avait mis dans mes devoirs. En plus ça m'a validé des cases pour le bingo de février, donc c'était génial, mais trop compliqué. Non, ça m'a même pas validé des cases pour le bingo de février, qu'est-ce que je raconte? Bah non, parce que du coup j'avais mis autre chose justement vu que je l'avais arrêté en cours de route et que je l'ai lu sur 2 mois. Donc voilà. Et alors du coup, à l'inverse, parce qu'après avoir eu ce genre de lecture, je me suis dit bon allez, prends-toi quelque chose de punchy, de chouette, que tu vas adorer, et en plus qui cochait justement 2 cases dans le bingo de février, j'ai lu Un printemps pour te succomber. Oui. Enfin j'ai craqué, non, mais j'ai enfin compris la hype de Camille. Mamma mia. Donc, pardon. Un printemps pour te succomber, on est sur le tome 3 de la série Seasons de Morgane Moncombe, que vous devez sûrement connaître parce qu'on l'a vu un petit peu partout. J'avais lu le tome 1 que je n'ai pas du tout apprécié parce que moi, le bully to lover, c'est une trope qui ne passe pas avec moi, je suis désolée, mais c'est non. Voilà. C'est pas possible. Et ensuite, du coup, j'avais attendu longtemps avant de me mettre à
un hiver pour te résister, mais que j'avais très apprécié, que j'avais lu en plein été pourtant justement. Je m'en souviens encore parce que je me vois écouter justement, c'était du patinage artistique et moi j'étais en train de travailler en restauration et j'étais en train de charger les glaces à ce moment-là, donc je rigolais parce que j'étais dans mon congèle, dans ma chambre froide, au froid, en train d'écouter ça. Donc ça a fonctionné du feu de Dieu, mais je vous avoue que c'était peut-être il y a plus d'1 an et que maintenant voilà, j'entame le 3, petit à petit je me mets à jour dans cette saga et c'est aussi un de mes objectifs de cette année, de finir un maximum de sagas, et donc celle-ci en fait partie des sagas dont je voudrais me mettre à jour. Donc là, avoir lu le tome 3, il me reste que le tome 4. Potentiellement, c'est un objectif auquel je peux y arriver. Dans ce tome-là, on suit Magnolia, qui est une jeune femme qui a été très clairement sous emprise de son ex-compagnon Enzo, et qui, après leur séparation, a fait un déni de grossesse et s'est retrouvée à élever sa petite fille toute seule. Elle est partie de Paris pour vivre à Amsterdam, justement pour s'éloigner de tout ça. Le souci, c'est qu'elle a monté sa propre entreprise, elle est fleuriste, mais elle a un peu de mal à s'en sortir avec Evie, son employée, et puis sa petite fille d'un autre côté. Donc elle va retourner à Paris pour demander à ses parents un petit peu d'argent parce qu'elle vient d'une famille très riche. Et donc elle s'est dit, bon, ok, ils sont insupportables, mais bon, ils vont quand même peut-être pas me laisser crever de faim. Déjà qu'ils n'ont pas voulu s'occuper de voir leur petite fille et ni leur fille pendant ces 2 ans, je crois. Donc là, peut-être qu'ils vont faire un petit geste. Sauf que quand elle arrive à les voir, eux ils leur disent pas de souci, on veut bien t'aider, mais à une seule condition, c'est que tu te maries. Et donc tu retournes avec ton ex et tu l'épouses. Et elle dit non, parce que c'est inenvisageable, quand vous lirez le bouquin, vous comprendrez pourquoi. Et du coup elle ment, elle dit c'est pas possible parce que je suis déjà fiancée avec quelqu'un. Et donc elle retourne dans sa petite vie et par un hasard, un concours de circonstances, va faire qu'elle va se retrouver devant Camille. Camille qui est un playboy, qui est un millionnaire voire milliardaire quand on comprend la fortune qu'il a, qui a investi dans pas mal de choses d'application, mais qui a une très mauvaise réputation puisque nombreux sex-tapes circulent sur lui. Il est connu pour faire la fête, pour enchaîner les coups d'un soir, patati patata. Et lui aussi, justement, vu qu'il a une nouvelle entreprise qu'il est en train de monter, sa chargée de com lui dit écoute, ça serait peut-être bien que au pire tu fasses semblant de trouver une gonzesse et vous vous mariez, et comme ça on nous lâche la grappe pour ton image publique, même si c'est pas un mariage d'amour, on la dédommagera financièrement, et puis voilà. Sauf que il va avoir un entretien avec une jeune femme, et cette jeune femme qui va se présenter, c'est Magnolia, parce que par un concours de circonstances, va faire qu'elle avait rendez-vous avec des clients, et que lui, il avait son rendez-vous justement pour trouver la meuf avec qui il allait faire semblant de se marier, et ils vont se retrouver tous les deux l'un en face de l'autre, et on va bien se rendre compte qu'il y a un quiproquo entre les deux, et donc l'affaire va suivre, mais ils vont finir par faire un deal tous les deux justement, ils vont bel et bien se marier pour qu'elle puisse toucher l'argent de ses parents et qu'en même temps elle puisse être en sécurité avec son enfant et lui pouvoir redorer son image publique. Et donc on va les suivre tous les deux comme ça et ça va beaucoup plus loin que ça parce que justement on retrace son histoire à elle et toute l'histoire qu'elle a eue avec Enzo qui est d'une emprise phénoménale et qui va très 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 loin dans la noirceur justement. Et on a aussi justement tout le prisme de Camille qui, donc lui, a ses propres traumas. Et en même temps, c'est très beau leur histoire parce que on est sur une histoire de destin. Sur toute l'histoire qui est le fil rouge qu'il y a entre deux personnes et le destin. Quand le destin, entre guillemets, te dit que cette personne est faite pour toi, elle va te le remettre plein de fois devant toi. Et un jour, peut-être que justement, si vous êtes vraiment destinés l'un à l'autre, vous vous retrouverez. Et c'est ce que j'ai trouvé très génial dans ce bouquin, c'est que ce message est juste magnifique et j'ai beaucoup apprécié, je vous avouerai, le personnage de Camille qui est un green flag. Oh là là. Enfin pour moi en tout cas il a toutes les valeurs d'un green flag, même si évidemment au début c'est un playboy nanani nanana, mais par contre c'est un homme capable. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Il est très respectueux justement malgré ses airs de playboy et de gars voilà, qui s'envoient l'air n'importe comment. Il ne fait jamais rien sans le consentement, il est très libre, très ouvert, mais voilà, toujours dans le respect de l'autre, et j'adore ça. Et franchement, moi, à l'heure actuelle, justement, c'est ce que je veux. Les red flags, c'était bien quand j'étais adolescente, mais à l'heure actuelle, j'ai 30 ans, je ne veux plus de red flags. Moi, je veux que des greens, et donc là, ça m'a fait très plaisir de voir ça, justement. De voir ce gars qui pourrait justement se comporter comme le roi des cons, puisque comme je vous dis, il est milliardaire, et comme on le voit à l'heure actuelle, avec toutes les affaires qu'on enchaîne là, sur les agressions sexuelles et toutes les stars qui sont, voilà, des... et ben il pourrait se comporter mal, mais au contraire, lui, c'est un Zorro. Et voilà, donc je l'adore. En plus, on a la petite, justement, qu'il va très vite adopter, et on va avoir une relation entre ces deux-là très fusionnelle, très rapidement, que j'ai bien aimé aussi. Et enfin, franchement, moi, j'ai adoré de bout en bout. Je vous avoue que j'ai eu un petit peu plus de mal avec Magnolia parce que elle a des comportements qui m'agacent. On va se dire cash, j'ai envoyé des vocaux aux filles en mode oh, mais elle-même, elle sait qu'elle fait de la merde. Elle le sait, mais elle le fait quand même. Et là, j'étais en mode non.
non, non. À partir du moment où tu t'en rends compte, parce qu'encore, l'héroïne ne s'en rendrait pas compte, nanana, je veux bien, mais à partir du moment où, même dans ta tête, tu sais que c'est ce que tu fais, c'est pas bien, et que tu le fais quand même, là, il n'y a plus d'excuses. Je suis désolée, mais il n'y a plus d'excuses. Donc voilà, elle m'a agacée sur plein de trucs, même si j'étais beaucoup dans l'empathie avec elle. Pour avoir vécu une relation toxique, je sais ce que c'est, et franchement, voilà, force à elle, même si c'est un personnage fictif. Mais il y a des petits triggers pour moi aussi, au ce niveau-là, en mode, hé, meuf, non, 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 non. Donc voilà. Et puis j'ai bien aimé aussi, justement, on a revu certains personnages qui étaient dans les précédentes histoires, et on a aussi pas mal introduit le personnage qui sera dans le tome 4. Donc voilà, j'ai bien aimé ma lecture. Après, vous dire que c'était une lecture énormissime, génialissime et tout, non, j'ai bien aimé, mais ce sera pas dans mes coups de cœur de 2026, très clairement. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous souhaitez parler avec moi, n'hésitez pas, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça, si vous voulez me parler d'ailleurs de vos dernières lectures ou des titres que je vous ai présentés aussi. Vous pouvez en discuter si vous l'avez lu, si vous souhaitez le lire, si dans votre wishlist, dans votre pal, peu importe. Et si vous ne souhaitez pas faire un commentaire très construit, vous pouvez laisser des petits emojis, ça aide énormément pour le référencement. Là, vu qu'on a quand même pas mal parlé de romance, vous pouvez laisser des petits cœurs. Des petits cœurs violets, des petits cœurs bleus, des petits cœurs rouges ou roses, peu importe. Et évidemment, si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez de bons moments, que vous faites de bonnes lectures. Et je vous fais tout plein de gros bisous.